j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de lecture de romans. Ça avait été demandé dans les commentaires et je suis très contente de la faire car j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le Père Goriot d'Honoré de Balzac, principalement pour des raisons de droit d'auteur, parce que je me suis dit qu'avec un classique de la littérature française, j'allais pas être embêtée sur YouTube. Peut-être que vous allez pouvoir entendre mon chat ronronner en arrière-plan. Si ça vous gêne, j'en suis désolée, mais elle n'arrête pas. Alors là, j'ai une édition classique au lycée. Effectivement, je l'avais lu en français au lycée, donc il y a déjà pas mal d'années, et je ne l'ai pas relu depuis. Donc il y aura très certainement des notes de bas de page et des dossiers entre les chapitres, parce que ça doit être pour préparer son bac, même si le bac a été réformé à peu près 12 000 fois depuis que je l'ai passé, donc je sais même plus exactement comment ça fonctionne. Donc ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas relu, mais j'ai un bon souvenir. Je me souviens que j'avais bien aimé le Père Goriot. J'aime beaucoup les classiques de la littérature du 19e siècle. J'aime beaucoup l'ambiance, les intrigues qui sont pas forcément haletantes, mais j'aime beaucoup. Et surtout la langue que je trouve toujours magnifique. Alors effectivement, dans le sommaire, on a des fiches lecture, un glossaire et un petit chapitre vers l'écrit du bac. Ça me rappelle des souvenirs. Ici on a une gravure de Charles Bertal, coupe d'un immeuble parisien en 1845. Elle est sympa. Et là on a une petite note, une petite dédicace de Balzac au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire, comme un témoignage d'admiration de ses travaux et de son génie. Chapitre 1. Une pension bourgeoise. Madame Vauquet, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve, Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquet, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi, depuis 30 ans, ne s'y-est-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie. Peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros et extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris? Le doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge. Dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs debout, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, si terriblement agitée qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, il s'y rencontre çà et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient, mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jagerna. Alors j'ai une note de bas de page qui va m'être utile. Idole de
Jagerna, statue du dieu hindou Vishnu. Lors des cérémonies données en l'honneur de Vishnu, cette statue est tirée sur un char par la foule. D'accord. Alors je reprends la phrase. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jagerna, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui en reste sa roue, la brisez bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant « Peut-être ceci va-t-il m'amuser ». Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquet. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète, par une pente si brusque et si rude que le chevaux la monte ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni eau, l'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant s'y attriste comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement. Les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que des pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit, auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves. Ainsi que, de marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse, alors que le voyage descend aux catacombes. Comparaison vraie. Qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides? La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis. Je regarde la note de bas de page, c'est un entassement de cailloux, tout simplement. Règne un cailloutis en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée bordée de géranium, de lauriers roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquet » en dessous, et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie armée d'une sonnette criarde laisse apercevoir au bout du petit pavé sur le mur opposé à la rue une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Alors, je regarde les notes de bas de page pour porte bâtarde. C'est une porte intermédiaire entre la grande porte cochère et la petite porte d'entrée. D'accord. Et pour ce qui est de la porte à claire-voie, porte dont les panneaux laissent passer le jour. D'accord. Sous le renfoncement que simule cette peinture, s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis écaillé qui la couvre, les amateurs de symboles y découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien. Qu'on guérit à quelques pas de là. Sous le socle, cette inscription à demi effacée rappelle le temps auquel remonte cet ornement par l'enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en 1777. Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, le fut ou le doit être. À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi large que la façade est longue, se trouve encaissé par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine, le long de laquelle pend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers. Alors,
Les espaliers sont des arbres fruitiers. Tapissés d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet des craintes annuelles de Madame Vauquet et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls, mot que Madame Vauquet, quoique née de Conflans, prononce obstinément « tilleuil », malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouilles et bordé d'oseilles, de laitue ou de persil. Sous le couvert de tilleul est plantée une table ronde peinte en verre et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade, élevée de 3 étages et surmontée de mansardes, est bâtie en moellon et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les 5 croisées percées à chaque étage ont de petits carreaux et sont garnies de jalousies dont aucune n'est relevée de la même manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette maison comporte 2 croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des barreaux de fer grillagés. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ 20 pieds où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau sous peine de pestilence. Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les 2 croisées de la rue où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement mates et luisantes. Au milieu se trouve une table ronde à-dessus de marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret en porcelaine blanche, orné de filets d'or effacés à demi, que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchéiée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le surplus des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillagées offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position, se moquant du dîner auquel la misère les condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours propre atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de 2 vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de la pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Sui generis, d'après la note de bas de page, veut dire caractéristique. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la grâce a imprimé ses couches, de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants, sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des rondes moirées métalliques, des piles d'assiettes
de laine épaisse, à bord bleu, fabriquée à Tournai. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée qui sert à garder les serviettes, ou tachées ou vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, tout encadré en bois verni à filets dorés, un cartel en écailles incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquets d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent, toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, charnières défaites dont le bois se carbonise, pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant. Il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie, une misère économe, concentrée, râpée. Si elle n'a pas de fange encore, elle a des taches. Si elle n'a ni trou ni haillon, elle va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Vauquier précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son rouroux matinal. Bientôt, la veuve se montre, attivée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage, trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation, et dont Madame Vauquier respire l'air chaudement fétide, sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à la mer en froidement de l'escompteur. Enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'argousin, vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquier ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquier ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou Pichegru, si Georges ou Pichegru étaient encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune, en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été Monsieur Vauquier? Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? Dans les malheurs, répondait-elle. Il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette maison pour vivre, et le droit de ne combattre à aucune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires internes. Généralement, les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner, qui coûtait 30 francs par mois. À l'époque où commence cette histoire, les internes étaient au nombre de 7. Le premier étage contenait les 2 meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquier habitait le moins considérable, et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne, nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère.
La pension de ces deux dames montait à 1800 francs. Les deux appartements du second étaient occupés, l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ 40 ans qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le troisième étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'amidon, qui se laissait nommer le père Goriot. Les 2 autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père Goriot et mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que 45 francs par mois à leur nourriture et à leur logement. Mais madame Vauquet souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Ils mangeaient trop de pain. En ce moment, l'une de ces 2 chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême, à Paris, pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et en les adaptant par avance au mouvement futur de la société pour être les premiers à la pressurer. Sans ces observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans les salons de Paris, ce récit n'eût pas été coloré des tons vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable, aussi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui la subissait. Au-dessus de ce 3e étage était un grenier à étendre le linge et 2 mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les 7 pensionnaires internes, madame Vauquet avait, bon an mal an, 8 étudiants en droit ou en médecine, ou 2 ou 3 habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner 18 personnes et pouvait en admettre une vingtaine, mais le matin, il ne s'y trouvait que 7 locataires dont la réunion offrait pendant les déjeuners l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de madame Vauquet, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les 2 locataires du second ne payaient que 72 francs par mois. Ce bon marché, qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la Bourbe et la Salpêtrière, et auquel madame Couture faisait sale exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi, le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures comme il s'en jette au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage, des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action, non pas de ces drames joués à la lumière des rampes, entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets, des drames glacés, qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour en taffetas vert, cerclé par du fil d'archal. Alors le fil d'archal, c'est un fil métallique qui aurait farouché l'ange de la pitié. Son châle à franges, maigre et pleurarde, semblait couvrir un squelette, dont les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines, car elle devait avoir été jolie et bien faite,
Était-ce le vice, le chagrin, la cupidité? Avait-elle trop aimé? Avait-elle été marchande à la toilette ou seulement courtisane? Expiait-elle les triomphes d'une jeunesse insolente, au-devant de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants? Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie menaçait. Elle avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un catarrhe à la vessie et abandonné par ses enfants qu'il avait cru sans ressources. Ce vieillard lui avait légué 1000 francs de rendre viagère, périodiquement disputés par les héritiers aux calomnies desquelles elle était en but. Quoique le jeu des passions eût ravagé sa figure, elle s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettaient de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. Monsieur Poret était une espèce de mécanique. En l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette flasque, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa redingante, qui cachait mal une culotte presque vide, et des jambes en bas bleus qui flageolaient comme celles d'un homme ivre, montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillé qui s'unissait imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon. Bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Japhet qui papillonnaient sur le boulevard italien. Alors les fils de Japhet. Dans la Bible, Japhet est l'un des fils de Noé, considéré comme l'ancêtre des Européens. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi? Quelle passion avait bistré sa face bulbeuse qui, dessinée en caricature, aurait paru hors du vrai? Ce qu'il avait été. Mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leurs mémoires de frais, le compte des fournitures de voile noire pour les parricides, de son pour les paniers, de ficelles pour les couteaux. Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de salubrité. Enfin, cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur Bertrand, quelques pivots sur lesquels avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques. Enfin, l'un de ces hommes dont nous disons en les voyant, il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrance morale ou physique. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le, quelque soin que vous mettiez à le parcourir et à le décrire. Quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres. Quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. La maison Vauquer est une de ces monstruosités curieuses. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive, semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose. Alors la chlorose, d'après la note de bas de page, c'est une maladie du sang frappant particulièrement les jeunes filles. Et qu'elle se rattacha à la souffrance générale qui faisait le fond de ces tableaux par une tristesse habituelle, par une contenance gênée, par un air pauvre et grêle. Néanmoins son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste, aux feuilles jaunies, fraîchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen-Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtaposition. Heureuse, elle eût été ravissante. Le bonheur et la poésie des femmes, comme la toilette en est le phare. Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle, si les douceurs d'une vie élégante eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées, si l'amour eût ranimé ses yeux tristes, Victorine aurait pu
billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que 600 francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parent éloigné de la mère de Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle, Madame Couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. Malheureusement, la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la République ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension. Elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille, sans expérience et sans ressources, à la merci du monde. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les 15 jours, afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Elle avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué, qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui, tous les ans, se cognait contre la porte de la maison paternelle, inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur, n'était pas venu la voir une seule fois en 4 ans et ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère et priait pour eux sans les accuser. Madame Couture et Madame Wauquiez ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare. Quand elle maudissait ce millionnaire infâme, Victorine faisait entendre de douces paroles, semblables au chant du ramier blessé, dont le cri de douleur exprime encore l'amour. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble, où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. S'il était ménager de ses habits, si les jours ordinaires il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire, flétrie mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans à favoris peints, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée, en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Wauquiez et à quelques pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Wauquiez. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve qu'il appelait maman en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin seul avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement 15 francs par mois pour le Gloria qu'il prenait au dessert. Des gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ceux qui ne les touchaient pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient,
tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Souvent une boutade digne de Juvénal et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société et à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Attirée peut-être à son insu par la force de l'un ou par la beauté de l'autre, mademoiselle Taillefer partageait ses regards furtifs, ses pensées secrètes entre ce quadragénaire et le jeune étudiant, mais aucun d'eux ne paraissait songer à elle, quoique d'un jour à l'autre le hasard pût changer sa position et la rendre un riche parti. D'ailleurs, aucune de ces personnes ne se donnait la peine de vérifier si les malheurs allégués par l'une d'elles étaient faux ou véritables. Toutes avaient les unes pour les autres une indifférence mêlée de défiance. Résultat de leur situation respective, elles se savaient impuissantes à soulager leur peine, et toutes avaient en se les comptant épuisé la coupe des condoléances. Semblables à de vieux époux, elles n'avaient plus rien à se dire. Il ne restait donc entre elles que les rapports d'une vie mécanique, le jeu de rouage sans huile. Toutes devaient passer droit dans la rue devant un aveugle, écouter sans émotion le récit d'une infortune, et voir dans une mort la solution d'un problème de misère qui les rendait froides à la plus terrible agonie. La plus heureuse de ces âmes désolées était Madame Voguet, qui trônait dans cet hospice libre. Pour elle, seul ce petit jardin, que le silence et le froid, le sec et l'humide faisaient vaste comme un steppe, était un riant bocage. Pour elle seule, cette maison jaune et morne, qui sentait le verre de gris du comptoir, avait des délices. Ses cabanons lui appartenaient. Elle nourrissait ses forces à acquis à des peines perpétuelles en exerçant sur eux une autorité respectée. Où ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans Paris, au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants, et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon élégant aux commandes, du moins propre et salubre? Se fût-elle permis une injustice criante, la victime l'aurait supportée sans se plaindre. Une réunion semblable devait offrir et offrait en petit les éléments d'une société complète. Parmi les 18 convives, il se rencontrait, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commencement de la seconde année, cette figure devint pour Eugène de Rastignac la plus saillante de toutes celles, au milieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant 2 ans. Ce pâtiras était l'ancien vermicelier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel hasard ce mépris à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié, ce non-respect du malheur avait-il frappé le plus ancien pensionnaire? Y avait-il donné lieu par quelques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on pardonne moins qu'on ne pardonne des vices? Ces questions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie, par faiblesse ou par indifférence. N'aimons-nous pas tous approuver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose? L'être le plus débile, le gamin sonne à toutes les portes quand il gèle ou se glisse pour écrire son nom sur un monument vierge. Le père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Voguet en 1813, après avoir quitté les affaires. Il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donnait alors 1200 francs de pension, un homme pour qui 5 louis de plus ou de moins était une bagatelle. Madame Voguet avait rafraîchi les 3 chambres de cet appartement, moyennant une indemnité préalable qui paya, dit-on, la valeur d'un méchant ameublement composé de rideaux en calicot jaune, de fauteuils en bois verni couverts en velours d'Utrecht, de quelques peintures à la colle et de papier que refusaient les cabarets de la banlieue. Peut-être l'insouciante générosité que mit à se laisser attraper le père Goriot, qui vers cette époque était respectueusement nommé Monsieur Goriot, le fit-elle considérer comme un imbécile qui ne connaissait rien aux affaires. Goriot vint, muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se refuse rien en se retirant du commerce.
Madame Vauquier avait admiré 18 chemises de demi-Hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable que le vermiselier portait sur son chapeau dormant 2 épingles unies par une chaînette, et dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un habit bleu barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent, qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un médaillon plein de cheveux qui le rendait en apparence coupable de quelque bonne fortune. Lorsque son hôtesse l'accusa d'être un galantin, il laissa errer sur ses lèvres le gai sourire du bourgeois dont on a flatté le dada. Ses armoires, il prononçait ce mot à la manière du menu plop, furent remplis par la nombreuse argenterie de son ménage. Les yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida complaisamment à déballer et ranger les louches, les cuillères à ragoût, les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs plats, des déjeuners en vermeil, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de marques, et dont il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. Ceci, dit-il à Madame Vauquier en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait 2 tourterelles qui se becquetaient. Et le premier présent que m'a fait ma femme le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne. Elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez-vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci, je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. Je ne suis pas à plaindre. J'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera la première partie d'une série. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura relaxé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je lise un livre en particulier. Et puis, je vous dis merci et à bientôt.